Bonjour à tous et je crois que le programme a été bien conçu puisque bon, ce dont je vais vous parler va s'articuler à ce que à ce que vient d'évoquer Stéphane. Euh, donc le trail, nouveau terrain de jeu et d'aventure, on rejoint aussi ce qui était évoqué tout à l'heure à propos du tourisme. Et bien évidemment, je ne pouvais pas ouvrir cet exposé sans évoquer la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 9 juillet et depuis environ une heure, les participants l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour sont partis depuis Monaco. Et pour certains, pour 180 kilomètres qui vont les mener jusqu'à Saint-Martin-Vésubie. Donc, vous voyez, je crois que notre timing est tout à fait respecté. Je reviendrai tout à l'heure sur cette course. Donc, voilà, ce qu'évoquait tout à l'heure, ce qu'évoquait à l'instant Stéphane à propos de Marseille-Cassis, je pense que c'est une étape dans l'évolution de la course à pied, et le trail en est une troisième. Donc, on pourrait dire que la première révolution, puisqu'il s'agit bien de révolution, on quitte le domaine qui était jusque-là, qui définissait l'athlétisme, c'est-à-dire la course sur piste. On la quitte. Alors, il y avait le cross-country, c'est vrai, mais qui était quand même, enfin, qui est toujours d'ailleurs très réglementé. Et l'idée du jogging, c'est bien de courir en liberté. Stéphane évoquait Free to Run, et c'est vrai que le film et le livre évoquent vraiment un combat pour courir libre. Un combat pour courir libre. Marve Jolmand, qui a été évoqué à l'instant, les premières courses de Marve Jolmand se confrontaient à des barrages de police. Pourquoi? Parce que la fédération avait et a toujours la délégation de l'État pour organiser des compétitions, des courses. Et dès lors que ces courses se déroulaient sur l'espace public, les routes en l'occurrence, elles devaient avoir l'autorisation de la préfecture. Ce à quoi la fédération, par des pressions, demandait à ce que cette autorisation ne soit pas délivrée. Et donc, les premiers coureurs de Marve Jolmand se trouvent confrontés à des barrages policiers. Donc, vous voyez, c'est une histoire. Alors, on est au début des années 70, et donc, et après par hybridation, si je puis dire, puisque c'est quand même un des phénomènes de l'évolution des spécialités sportives. Donc, le jogging qui est... il y a à la fois des compétiteurs, mais il y a surtout des coureurs qui ont envie pour leur santé, etc., pour diverses motivations de pratiquer la course à pied. On est dans les années 80 sur une première évolution de ces courses, c'est-à-dire que c'est plus l'atmosphère initiale. Pardon, je crois que j'ai sauté quelque chose. Voilà. C'est plus l'atmosphère initiale de courir en liberté, sans contraintes, etc. Le souci de la performance, le souci du temps que l'on va mettre devient alors non pas un objectif pour se comparer aux autres, mais pour se comparer à soi-même. Donc on multiplie les marathons, on va même jusqu'aux 100 km. Bon, et les gens que vous rencontrez, ceux qui ont pratiqué la course à cette époque, alignent par exemple 40, 50, 60 marathons. Il y en a même pour qui courir 100 marathons, ça devient un projet de vie. Voilà. Donc là, on est sur... Et puis finalement, ce qui se passe, qu'on perçoit dans les années 90-2000, c'est une certaine envie d'aller voir ailleurs. Donc, la monotonie des marathons, un peu le côté répétitif, le côté aussi courir sur du bitume, eh bien, fait qu'on a envie de s'échapper. Autrement dit, on a toujours cette même motivation de courir libre, mais cette fois-ci, on abolit un certain nombre de contraintes, et en particulier celle d'une épreuve qui est finalement assez standardisée, comme elle est le marathon, et on voit se développer à partir des années 90-2000, donc ce fameux au départ ça s'appelle course dans la nature, et puis ça devient très vite
donc à l'américaine, hein, puisque le mouvement arrive en France via aussi les États-Unis, on retrouve la Californie, un peu comme la même origine du jogging. Et donc aux États-Unis, trail running, c'est-à-dire course à pied sur des chemins, sur des sentiers. Et le terme est donc s'importe en France, et on définit des courses en fonction de la distance. Hein, donc la notion d'ultra qui apparaît aussi sur la route, elle se conjugue notamment également au niveau du trail. Et puis surtout, élément nouveau et qui fait la différence avec finalement les courses sur route, c'est le dénivelé. Dénivelé positif, dénivelé négatif. Et troisième élément, la technicité des chemins. Différents types de sentiers, différents types de nature du sol, des cailloux, des pentes, etc. Donc voilà, on a, vous voyez, une variété hein, par rapport et on comprend bien la motivation par rapport à la dimension course sur route, etc. Même s'il existe par ailleurs, dans ce phénomène d'hybridation, déjà des courses de montagne. Et vous voyez, on s'est pas concerté avec Stéphane, mais c'est vrai que quand on évoque ce sentiment de liberté, on pense à cette revue, Spiridon, donc ça a été évoqué par Stéphane, je ne vais pas trop m'y attarder, mais déjà, on a dès les premiers numéros de Spiridon, parce que le rédacteur en chef est suisse, et il y a une culture des courses de montagne. Et vous voyez, dans ce premier numéro, on évoque la course Sierre-Zinal, on est en Suisse, la course des 5-4000, c'est-à-dire qu'elle tangente, si je puis dire, 5 sommets importants des Alpes, et on disait à l'époque que la course Sierre-Zinal, pour les trails, les courses de montagne, c'est l'équivalent en notoriété du marathon de New York. Et là aussi, on a des problèmes chaque année pour approvisionner en nombre de dossards toutes les demandes. Et vous voyez des valeurs hein, qui déjà sont présentes à l'époque et qui vont se poursuivre au niveau du trail, l'endurance. On n'est plus sur la vitesse qui était la valeur dominante de l'athlétisme, hein, puisque même le fond a mis très longtemps à acquérir une notoriété, une légitimité, et même encore maintenant, on dit bien que le 100 mètres, c'est l'épreuve reine des Jeux Olympiques. Donc, la notion d'endurance, la notion de liberté, cette idée de communion avec la nature, et puis surtout cette idée de convivialité. Le slogan Spiridon, c'est la perf d'accord, mais la fête d'abord. Autrement dit, on se retrouve pour courir, mais presque la course est un prétexte pour se retrouver, se rencontrer, et c'est cette notion donc de festive également. Ce que l'on veut, c'est par exemple c'est pour ça qu'ensuite le running, c'est une étape, c'est une autre étape, mais à l'époque de Spiridon, on veut certes courir, mais surtout faire la fête après, le repas, la convivialité, etc. Alors que les Spiridoniens condamneront l'évolution des courses sur route, du marathon, en disant les gens viennent faire leurs courses, regardent le chrono, s'en vont après. Alors, ce qui est intéressant aussi, bien sûr, c'est que on a ces trois types de trails hein, en fonction des distances, mais lorsque le trail se met en place, donc début des années 2000, on va dire en France, on a aussi par ailleurs cet intérêt pour l'extrême. Et l'ultra trail, elle va d'une certaine manière représenter la possibilité hein, ne serait-ce que par rapport au marathon des sables, aux courses aventures, aux raids hein, qui se développent à la même époque, d'un extrême qui est finalement plus accessible, hein, à la fois sur le plan financier, à la fois aussi sur le plan technique. Se lancer dans 100 km à travers la nature, alors on est toujours comme dans Spiridon, allure libre, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de courir tout le temps. Hein. Il y a un temps limite qui est fixé pour la compétition, et ça c'est la même chose pour les courses sur route, et on doit adopter par rapport à ce temps bien les moyens que l'on, les techniques que l'on veut. Alors vous voyez, la citation que j'ai mentionnée, qui est l'introduction donc d'un ouvrage qui paraît en 2006,
ça renvoie bien à cette idée de se confronter à soi-même, de se mettre à l'épreuve, de sortir en quelque sorte de sa zone de confort pour vivre une expérience intense. Et actuellement, le trail le plus renommé, hein, c'est le fameux Ultra Trail du Mont Blanc. Alors, quand on parle d'Ultra Trail, c'est tout ça. Pour bien caractériser la dimension extrême, on cite des chiffres, donc vous en avez quelques-uns. Alors, ce ne sont pas ceux d'aujourd'hui, mais c'est l'édition de 2017. Vous voyez, l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour existe depuis 2015 et on met l'accent, le nombre de participants. Alors, à l'époque, c'était pas encore 180, vous voyez, c'est 145. Ça veut dire que d'une édition à l'autre, on cherche toujours à aller d'une certaine façon plus loin dans l'extrême. Le dénivelé qui est impressionnant, les altitudes à laquelle les coureurs vont se confronter, et ce sont des courses. Hein. Le vainqueur cette année-là fait un temps autour de 26 heures. 26 heures, ça veut dire qu'une partie de la course se déroule en nocturne. Ouais. Et puis, on traverse des communes, et ça commence déjà à être intéressant aussi sur la dimension patrimoniale, c'est-à-dire que c'est une course qui fait vivre aussi un territoire qui juste là était quand même, enfin, c'est pas le littoral. Et donc la promotion du haut pays, elle se fait aussi, du moyen et du haut pays, hein, elle se fait aussi à travers ce type de course. Et puis cet extrême, il peut aussi occasionner des drames. On est en 2009, donc c'est pas encore l'Ultra Trail, c'est le Grand Raid du Mercantour, c'est un circuit de 80 km, de 100 km, pardon, autour de Saint-Martin-Vésubie, et on est en plein été pourtant. Un certain nombre de coureurs, voyant le soleil d'ailleurs, partent très peu couverts, et orage de grêle dans la nuit, et le bilan c'est 3 morts. Alors, ce n'étaient pas des débutants, c'était des coureurs, il se trouve qu'ils venaient de Bretagne, dont un médecin. Et les causes de la mort semblent être dues à une chute et à l'hypothermie, puisqu'ils n'ont pas pu être secourus. Alors, au-delà de l'accident lui-même, vous voyez, ça fait réfléchir, c'est-à-dire que la famille, les familles des concurrents qui sont décédés ont bien sûr poursuivi les organisateurs. Et les organisateurs n'ont pas été condamnés au pénal, mais au civil. Donc, quand on parlait tout à l'heure des courses-routes, de l'action des fédérations, etc., c'est vrai que organiser un événement, c'est engager sa responsabilité. À l'époque, le trail n'est pas encore, enfin, l'activité trail n'a pas encore été déléguée à une fédération. Autrement dit, les organisateurs ne peuvent se raccrocher à personne. Et ce sont eux qui vont devoir, qui ont déjà commencé à payer la somme à laquelle ils ont été condamnés. Mais en parallèle à tout ça, se joue une autre concurrence administrative, c'est-à-dire quelle est la fédération qui va avoir l'autorité sur le trail. Aujourd'hui, ça nous paraît naturel que ce soit la Fédération française d'athlétisme. Mais à l'époque, la Fédération française de course d'orientation considère que ça pourrait être aussi, et qu'elle est parfaitement légitime, Fédération française de la montagne et de l'escalade. Aussi, oui. Finalement, la Fédération française d'athlétisme va obtenir la délégation, va donc s'empresser de réglementer, de définir des catégories, d'organiser même des championnats, championnat de France, etc. Ça joue aussi à l'international. Donc, un peu comme les courses sur route, ce mouvement va s'institutionnaliser, et bien sûr, avec l'aiguillon que représente la sécurité. Et désormais, tout trail qui est organisé doit le faire en respectant les règles de la Fédération française d'athlétisme. Alors, bien sûr, au-delà des aspects généraux, je crois qu'il faut évoquer ce que représente le trail pour les Alpes-Maritimes. Et vous voyez, le titre de la diapo, c'est une citation de Charles-Ange Ginesi,
président donc du département des Alpes-Maritimes. Et bien sûr, très rapidement, on voit comment le trail s'impose dans ce département. Donc, début des années 2000, on a essentiellement des trails courts, sur des petites distances, donc inférieures à 30 km, le plus souvent d'ailleurs autour de 15-20. Deux ultra-trails, donc le Grand Raid, on vient d'en parler. Un autre assez extraordinaire, sur les traces de Cro-Magnon, on part de Limone, on arrive à Cap d'Aille, là aussi, donc plusieurs heures et courses en nocturne. 2008, vous voyez, on voit l'extension, et puis ça continue. 10 ans après, 2018, 57 trails. Vous voyez, on pourrait presque dire qu'il y en a plus d'un par semaine. Et puis, ce qui était moins existant, c'est des trails de moyenne distance, donc entre 30 et 70. Vous voyez, on a une nette augmentation, et on a actuellement 2 ultra-trails, les Balcons d'Azur, qui sont donc du côté de Cannes, qui utilisent le parc naturel de l'Estérel, et notre fameux ultra-trail Côte d'Azur-Mercantour. À la fois augmentation du nombre et au sein de chaque épreuve, une diversité. C'est-à-dire que longtemps, les épreuves ont été uniques, et maintenant, une épreuve, elle offre différentes distances. Vous voyez l'exemple d'aujourd'hui, l'Ultra Trail, donc Côte d'Azur-Mercantour. Alors c'est un peu particulier parce que bien évidemment, cette course, elle est liée à la tempête Alex. C'est-à-dire, c'est aussi une manière de prendre en compte les communes et les secteurs qui ont été touchés. D'ailleurs, il y avait pas mal de courses, pas mal de parcours de trail qui, à la suite donc de la tempête, ont été, qu'il va falloir reconstituer. Mais vous voyez, on est à 7 courses. Alors, bien sûr, l'épreuve phare, les 180 km, mais on en a, alors, qui part cette année de Monaco. C'est une nouveauté. Auparavant, le départ était à Nice. La dernière édition, c'était Levens. Là, on part de Monaco. Donc, différentes formules. Il y a des formules 180 et 150 donc, qui partent de Monaco, et les autres qui sont des circuits autour de Saint-Martin-Vésubie, précisément pour donner cette dimension solidaire par rapport à la tempête Alex. Donc, on voit bien que dans pratiquement toutes les courses, pratiquement les 57 trails, il y a au moins 2 épreuves. Autrement dit, une pour des coureurs aguerris et une autre épreuve, qui est une épreuve de découverte. Donc, bien sûr, faire participer le plus de monde possible, etc. Voilà. Et puis, des modalités différentes aussi. On peut le faire en solo, en duo, en relais. On va parler d'hybridation tout à l'heure, mais là encore, phénomène qui est assez caractéristique de l'évolution des sports, c'est-à-dire que les formules, il y a une diversification de l'offre. Des trails des neiges, des trails nocturnes, on invente même le trail urbain, ce qui paraît tout à fait paradoxal, mais ça se développe beaucoup. Et puis le kilomètre vertical, alors là, c'est l'épreuve, c'est-à-dire que il faut le plus rapidement possible parcourir 1000 mètres en altitude. Alors, la distance de course, elle varie en fonction, bien sûr, du dénivelé, mais vous voyez, ce kilomètre vertical, ça devient maintenant une discipline sportive. Et le premier championnat de France a été organisé à Saint-Martin-Vésubie. Je voulais dire un mot sur l'implication des collectivités territoriales, mais vous avez compris que le département joue un rôle important. On crée, on parlait tout à l'heure des stations, mais vous savez que le problème des stations, c'est aussi les activités estivales. Donc, on crée des stations de trail, il y en a une à Saint-Martin-Vésubie, qui offre un panel d'activités, c'est-à-dire qu'il y a même un stade de trail, ce qu'ils appellent un stade de trail, avec différents types de parcours pour s'y exercer. Et en termes de valorisation du patrimoine, ce qui est intéressant, c'est de regarder la manière dont les organisateurs communiquent sur leurs épreuves et le souci qu'ils ont de valoriser à travers, enfin de montrer que leur épreuve valorise le territoire. On insiste sur les paysages qui sont traversés,
les panoramas que l'on peut voir autour, enfin, quand on pratique cette épreuve, et évidemment, avec ce qui est l'atout numéro 1 dans notre département, la montagne, la mer, hein, et vous voyez comment on situe à travers tous ces témoignages, et j'ai volontairement pris un panel géographique assez étendu, hein, depuis l'Est jusqu'à l'Ouest, et inversement. Voilà, désolé pour la petite... Merci Bernard.